A. Je serai votre host aujourd'hui et j'ai un invité spécial qui est Guy Giguère que je vais présenter au fur et à mesure, qui est un coach organisationnel. Parce qu'aujourd'hui, on va parler intrapreneuriat, mais on va parler de certains sujets à l'intérieur de l'intrapreneuriat. Donc, on va voir ensemble cet aspect-là. La raison pour laquelle on a ce type de webinaire-là en place, en fait, ça part d'une initiative qui est un programme qu'on appelle Entreprise Agile Plus. Donc, c'est un programme qui aide les organisations qui veulent mettre en place des initiatives durables ou des transformations ou des changements dans l'organisation et qui veulent le faire de l'intérieur. Donc, qui ont besoin d'intrapreneurs et qui sont conscients que dans ce défi-là, ben, quand on essaie de faire du changement, quand on essaie de mettre de l'innovation, qu'elle soit sociale ou non, des fois, c'est plutôt juste des transformations, on finit par avoir un impact sur l'humain et donc, il y a plusieurs choses à considérer et le programme est là pour accompagner les entreprises qui sont dans ces initiatives-là. Bon, je ne vais pas trop en parler parce que je veux vraiment laisser de la place à Guy pour vous emmener du contenu que je pense qu'il va vous outiller selon vos différents profils. Mais donc, ça s'installe dans un parcours qui s'appelle Entreprise Agile Plus, qui est financé par le ministère de l'Innovation. Donc, à la fin, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter notre équipe pour en savoir un peu plus. Donc, je le répète un peu, c'est quoi ce programme-là? Donc, c'est vraiment le concept de l'intrapreneuriat. D'ailleurs, vous êtes venu sous ce mot-là, relever le défi de l'intrapreneuriat. Je suis un peu curieux de savoir c'est quoi votre relation avec ce mot. Et c'est vraiment un aspect sur la durabilité des initiatives. Les gens qui sont ciblés par ce programme-là, et peut-être que vous faites partie, si vous êtes ici, puis je vais aussi vous poser la question, c'est les gens qui sont souvent dans des directions, la direction générale, les gestionnaires, les gens qui sont responsables de l'innovation, donc qui veulent mettre en marche des initiatives, mais qu'à un certain moment, il manque peut-être d'éléments pour que, que les tactiques fonctionnent bien et donc que la stratégie soit durable. Évidemment, donc, peu importe les intentions qu'on a au niveau stratégique, on a besoin d'employés, on a besoin des artisans, on a besoin de ces gens-là qui se rendent vulnérables, qui prennent les risques, qui se mettent dans des cadres agiles. Et ça va avoir des conséquences sur les individus. Ça va faire partie du sujet d'aujourd'hui. Le parcours, je vous le présente rapidement, mais beaucoup d'informations, peu que vous avez à retenir pour tout de suite. Le parcours se fait en 3 cycles. Et c'est peut-être des processus que vous allez reconnaître si vous faites partie de l'écosystème d'innovation. On arrive avec une intention, on va aller travailler l'idée. Donc, c'est du design thinking. On va aller vers du prototypage, du lean startup. On va aller tester un peu notre solution parce qu'on va être capable de faire des solutions qu'on va pouvoir mettre à l'échelle, mais qu'on va être capable de maintenir. Et après ça, on va aller voir un peu comment on intègre ça à notre équipe dans nos fonctionnements. Et à travers tout ça, design thinking, lean startup, agilité, il ne faut jamais oublier qu'au centre de tout ça, qu'est-ce qui relie, c'est l'humain, en fait. Et souvent, l'humain est mal outillé ou on a mal outillé l'humain à fonctionner dans des cadres agiles. Donc, vous pouvez réagir dans le chat si ou avec des mains levées si jamais ça vous stimule, si vous n'êtes pas d'accord. Mais ici, l'idée, c'est vraiment, le programme a beau être là pour accompagner au niveau tactique. Il ne faut jamais oublier que derrière ça, il y a un humain et l'humain lui-même doit être capable de se protéger, doit être capable de développer ses propres outils. Et donc, aujourd'hui, et je vais lui laisser encore un petit temps, mais la conversation d'aujourd'hui va tourner autour de cette thématique-là avec notre expert Guy Giguère. Juste pour vous emmener un peu dans son espace, il vous parlera peut-être plus de sa mission, vision, s'il le désire, et de ses expériences nombreuses. Mais s'il dit, hein, à l'heure des choix et de la synthèse, ce qui m'importe le plus, c'est d'être, de promouvoir ce besoin inné à être. C'est un besoin fondamental, puis il va vous montrer comment les modèles de gestion ont évolué et comment cet être commence à s'intégrer de plus en plus. D'ici, la vie est trop courte et n'a pas de prix, pouvons-nous tout simplement la respirer, cette vie? On est dans une course effrénée, ça va aller de plus en plus vite. Plusieurs d'entre vous travaillez probablement avec des gens qui s'en vont souvent vers, on va dire, une soutenance, une cadence qui n'est pas soutenable. Ils se font face à des organisations qu'on va dire
des fois, on appelle ça le système immunitaire des organisations. Ils vont s'essouffler. Et donc, il faut apprendre à se protéger. Donc, est-ce que la table est mise? Est-ce que ça vous semble? Est-ce que vous voyez vers où on s'en va avec tout ça? Est-ce que vous avez un intérêt? L'entrepreneuriat, l'individu, Martine, oui, des pouces en l'air, merci beaucoup. Avant d'aller plus loin, juste pour me donner une idée, là, on est rendu un peu plus de gens qui ont joint la conversation. Je vais lancer un petit sondage, juste pour savoir qui est là. Donc, je veux savoir, et je sais que c'est une question complexe, peut-être que plusieurs d'entre vous sont multi-chapeaux. Alors, je vais vous poser la question, et c'est anonyme, c'est juste pour avoir une idée. Quel chapeau vous portez aujourd'hui quand vous arrivez dans cette session-ci? Vous êtes plus un employé, donc vous êtes un entrepreneur, quelqu'un qui met en place des initiatives très terrain, plutôt gestionnaire, donc vous êtes plus souvent bureau de projet. Des fois, en agilité, on va être plus product owner, c'est plus à cette phase-là ici. Des fois, juste au-dessus de project manager dans cette orientation-là. Dirigeant, plus au C-level, puis en exploration. Quelqu'un voudrait prendre la parole pour juste, si on a 3 entrepreneurs, peut-être juste un exemple de qui se considère entrepreneur et c'est quoi son quotidien? Oui, ben, je peux y aller. Oui, merci, Martine. En fait, j'ai eu mon entreprise pendant 10 ans. Fait que quand je suis retournée à l'emploi d'une organisation, j'ai eu la chance d'arriver dans un espace où il y a beaucoup de place au projet. Chacun est responsable de ce qu'il fait, jusqu'où il va. En gros, là, vraiment, c'est un organigramme qui est beaucoup plus aplati que ce qu'on voit dans les organisations habituelles. On est 70 employés. Fait que j'ai cette place-là pour mettre en place des projets puis les réaliser. Bien sûr, parfois en sondant l'équipe, mais pas toujours nécessairement. OK. Voilà, c'est surtout quand on a eu son entreprise, accepter d'aller dans une entreprise, on cherche cette flexibilité-là qu'on avait, donc on a besoin de cet espace. C'est souvent, donc comment on l'a créé cet espace-là, ça va être intéressant d'échanger, mais c'est un excellent exemple d'entrepreneuriat. Donc on voit ici, là, en exploration, je suis curieux aussi. Le dernier exercice que je veux faire avant de donner la parole à Guy, c'est vraiment ici juste pour aussi vous emmener dans une certaine réflexion. Je vais vous emmener dans un exercice où je vais vous emmener à vous situer entre 2 choix. Donc, vous avez juste à cliquer sur un ou l'autre. Il va y avoir plusieurs choix. Dans quel contexte est-ce que vous trouvez que vous êtes confortable, dans lequel vous fonctionnez? Est-ce que vous êtes plus dans des contextes d'exploration, d'exploitation? Si le terme est flou pour vous, allez-y avec votre intuition. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Okay. Et là, des fois, vous allez voir, on voit les mots, puis on va dire « Ah, moi, je suis en exploration », puis on a quasiment un dédain vers l'exploitation, mais quand on est en entrepreneuriat, on voit vraiment cette chimie, on a besoin. Il n'y a pas de bon ou de mauvais côté. Il faut arriver à être bon en exploitation, bon en exploration. Donc, on voit, entrepreneur, c'est pas rare qu'on vient remplir le côté exploration. Mais à l'intérieur d'une organisation, et là, Martine, tu peux sûrement le justifier à un moment donné, il va falloir être capable de justifier les budgets, être capable de donner de la visibilité, etc. Et là, ben, il y a le challenge de l'organisation, jusqu'à quel point on peut l'aplanir pour arriver à diminuer un peu les challenges. Est-ce que selon vous, vous voyez, là, des fois, c'est tentant est-ce que votre défi, votre posture, dans le contexte dans lequel vous fonctionnez, vous êtes vraiment en train de contribuer à la cause, ou vous sentez que vous êtes pris à vous avez besoin du profit pour être capable d'aller vers la cause. Okay. Donc, vous êtes plutôt vers la cause, entrepreneur. Habituellement, c'est des gens qui veulent changer. Ils ont souvent besoin d'une vision, donc ça fait du sens. Un peu plus difficile ici. Ça peut sembler facile, mais c'est pas si simple. Est-ce que vous êtes plus du type à être confortable? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein? Il y a des gens qui sont plus confortables dans un ou l'autre. Vous, en étant dans un leadership autoritaire ou plus serviteur? Est-ce que c'est clair pour vous? Tu peux peut-être préciser ce que c'est que le leadership serviteur ou autoritaire? Donc, ben, je pose la question au groupe. Il y a des gens qui se sont quand même positionnés. C'est quoi la distinction entre un leadership serviteur et un leadership autoritaire? Quelqu'un voudrait...
Hmm, Je peux me lancer. oui, Bonjour. bonjour. Donc, leadership autoritaire, ben moi, je me suis mis autoritaire parce que, oui, j'aime bien sonder la population et tout, mais je pousse quand même beaucoup d'initiatives. Là, j'attends pas vraiment là, que quelqu'un parte le bateau. Fait que, puis j'attends pas nécessairement d'avoir tout un gros consensus avant de partir. On essaie quelque chose, puis on se réajuste au fur et à mesure. Est-ce que ça fait réagir quelqu'un dans le groupe? J'attends pas. J'ai besoin que ça avance. C'est un besoin qui est quand même qu'on voit dans la plupart des équipes. Quelqu'un veut réagir? Puis Guy, tu peux aussi te joindre à la conversation et donner si tu le désires. OK? Donc, encore là, souvent, c'est ce qu'on va voir, le leadership serviteur. On se met au service de son équipe et donc on essaye de monter en autonomie la capacité des gens, mais c'est un processus qui est long et c'est souvent un processus qui est nécessaire quand on est dans une complexité au point où on ne sera pas capable de leader la parade. Là, ce que Michael nous dit, c'est peut-être justement dans certains contextes où on est capable de leader un peu plus la parade. Souvent, ça vient avec des KPI. On peut avoir un style de gestion qui est plus autoritaire. Est-ce que vous êtes plus confortable dans un plan adaptatif? Est-ce que c'est clair pour vous? Ou dans des plans fixes? Je donne des formations Scrum, puis souvent les gens fonctionnent encore en Gantt chart, des roadmaps sur plusieurs heures. Donc, vous êtes plus confortable, c'est plus votre réalité. Est-ce que vous êtes bien dans le chaos, réellement bien dans le chaos? Est-ce que vous savez comment être bien dans le chaos? Ça va faire partie de la conversation. Ou vous avez besoin de ces règles-là? Voilà, je vois des gens qui se situent aussi, si vous utilisez bien Donc, Philippe, à fond dans le chaos, dans l'innovation, il faut que plein d'idées. Voilà, Guy, chaos, Martine, donc beaucoup de règles. En fait, est-ce que des fois, les règles, c'est ce qui te permet de te donner ta flexibilité, de te donner ton terrain de jeu. Est-ce que tu le vois un peu comme ça? Voilà. Est-ce que vous fonctionnez dans un environnement, c'est presque terminé, centralisé ou plutôt distribué? Soyez honnête. Des fois, il y a ce qu'on voudrait et la réalité, votre réalité. Et mettre en place du pouvoir distribué, les organisations planent, c'est très agile, c'est très difficile parce qu'on doit faire confiance et on doit monter en compétence beaucoup de gens. Centraliser, c'est rassurant ici, mais des fois, on peut avoir, nous, on promouvoit beaucoup l'hybride. Dans certains contextes, on a un pouvoir distribué, puis dans d'autres contextes, un pouvoir plus centralisé. Donc, il y a des outils, c'est le genre de choses qu'on voit dans le programme. Est-ce que vous fonctionnez dans un environnement plus fermé ou ouvert pour innover? Et on veut souvent aller vers de l'innovation ouverte, mais ça amène ses challenges, ça amène ses difficultés, et c'est pas rare que ce qu'on voit émerger, c'est de l'innovation fermée. C'est des Apple, c'est des Spotify, c'est des Netflix, c'est des Amazon. Et là, on a d'autres organisations qui essayent d'ouvrir, mais ça vient avec des challenges. Et donc, c'est le genre de choses qu'éventuellement, il faut apprendre à changer nos modèles de gestion pour être capable d'aller vers ce genre d'innovation ouverte. Puis vous avez peut-être des exemples à nous donner. Je vais aller un petit peu plus vite. Je pense qu'on est prêt peut-être à aller à la prochaine étape. Et là, je voulais juste vous emmener. Quand on est un humain, on essaie de se situer à l'innovation. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs perspectives. Là, je vous en ai donné juste 2. Il y en a beaucoup plus que ça. Et pour comprendre un peu comment les modes de gestion ont évolué pour s'adapter à ces gens qui veulent aller vers de l'exploration, des gens qui veulent aller vers des modèles ouverts, des gens comme vous qui veulent un peu explorer, on a certains outils. Alors, Guy, est-ce que tu es prêt à prendre la balle au bon? Ouais, mais j'ai perdu ma petite étoile jaune là, dans mon coin. Je ne sais pas si ça change quelque chose. Voilà. Donc, Puis, ce que Guy va... Est-ce que tu as reçu le PowerPoint? Je n'ai pas eu le temps de l'intégrer à la présentation. OK. Donc, ce que Guy va faire, c'est qu'il va utiliser le tableau blanc. Donc, il va se présenter un peu, mais utiliser un tableau pour vous raconter un peu cette évolution des modèles de gestion, où est-ce qu'on en est aujourd'hui,
et c'est quoi les outils qui sont en place maintenant pour protéger les entrepreneurs, puis peut-être que vous pourrez partager les bons. Alors, je te laisse. OK. Fait que, bon, à gauche, je peux enlever ça, les chapeaux. Merci. Absolument. OK. All right. Il y a un PowerPoint qui est fait, vous allez le recevoir plus tard. Puis il y a aussi deux exercices à la toute fin qui sont suggérés que vous allez recevoir plus tard. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Très bien. C'est bon? OK. Alors, je me présente rapidement. Le temps a passé vite. Je vais essayer de faire ce cours. Guy Giguère, je suis consultant de ressources humaines et développement organisationnel, mais c'est plus large que ça. J'ai parti un premier business, j'avais 16 ans, avec d'autres amis à l'époque. Depuis l'âge de 16 ans que je démarre des projets à gauche et à droite. Ma première carrière en était un de comptable industriel. Donc, j'ai travaillé dans l'industrie du textile, de la construction internationale pendant 7, 8, 9 ans pour me rendre compte que la comptabilité puis moi, ça allait pas ensemble. Donc, je suis retourné aux études, éducation, psychologie, et depuis la fin des années 80, je suis consultant. J'ai fait beaucoup de transitions de carrière. Et depuis l'an 2000, je fais beaucoup de coaching au niveau du high management. J'en fais ici au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Afrique. Je retourne au Togo en septembre. Et j'ai été guide accompagnateur de différents projets. À travers mon job de consultation, il m'est arrivé parfois de prendre aussi de façon intérimaire le siège, le poste qui était à combler pour le transformer. Ce qui m'a amené à être directeur des ressources humaines dans le textile en Ontario pendant 1 an et à tout transformer ça. Ce qui m'a amené aussi à être directeur général d'une compagnie minière dans le Grand Nord au niveau du fer. Donc, ça, c'est une autre chose. Donc, de fil en aiguille, j'ai pris des postes comme ça. C'est ce qui me donne un peu l'expérience tant gestion, organisation, développement, démarrage, gestion des équipes. En synthèse, je vous dirais que de façon très macro, peu importe ce qu'on fait, il y a toujours 2 choses qui sont constantes, les processus et les gens. Donc, une fois qu'on a compris ces 2 grands principes macro-là, ça devient plus facile. On peut changer de place. Pour moi, les gens qui sont en position de gestion, d'entrepreneuriat, d'intrapreneuriat ou entre les deux, souvent sont à la frontière du moi et de l'environnement. Je ne sais pas pour vous. Pour moi, j'ai l'impression que depuis 5, 10, 15 ans, l'environnement devient de plus en plus contraignant. Il y a beaucoup plus de normes, il y a beaucoup plus de règlements, de procédures. Les normes ESG s'en viennent en plus. Et on entend souvent parler de performance. On a encore un style de gestion qui est beaucoup axé sur la performance. Par ailleurs, on nous demande de l'intelligence émotionnelle, savoir gérer les gens. Et comment est-ce qu'on fait à travers tout ça? Mon expérience avec la mine m'a amené à voir que les gens ont encore beaucoup de difficultés à gérer l'humain, à se positionner par rapport à l'humain. Souvent, j'avais des ingénieurs qui venaient voir de 35, 36, 40 ans qui me disaient là, j'ai fait mon bac en génie il y a quelques années, j'ai fait un MBA, j'aimerais suivre d'autres cours. Les gens, on dirait qu'ils ont soif d'ajouter des outils dans le coffre à outils. D'aller chercher plus de connaissances, plus de savoir, plus de compétences. Et souvent, je me bornais à leur dire, achète-toi un miroir. Et là, c'est un peu la consternation. Mais ils disaient, pourquoi? Je dis, tu sais faire tellement de choses que tu ne sais pas te regarder, tu ne sais pas qui tu es, puis tu ne sais pas quel impact ou quel effet que tu as sur les gens autour. Donc, par conséquent, ça en envoie des ondes, ça en envoie une certaine vague, ça revient sous forme de demande, ou ça devient sous forme de réaction, et on embarque dans un monde réactif. On est beaucoup dans un monde réactif. Et là, en synthèse, je me permets de leur présenter, et je vais vous le faire aussi à l'écran, des concepts de base sur lesquels réfléchir. Premier concept de base que vous devez connaître, c'est celui-ci, j'imagine, vous devez le connaître tous. Est-ce que ça écrit ou ça écrit pas? Je pense que tu n'es pas sur le crayon. OK. Donc, c'est sur ta barre en bas, il faut être sur le crayon et pas la flèche. OK. Bon, voilà. Ça trahit mon âge un peu. Quelqu'un peut me dire si ça vous dit quelque chose, ça? Vous pouvez utiliser le chat aussi. Je ferai votre voix. Réaction quelconque, quelqu'un? Je dois dire que Pierre-Olivier ressemble comme 2 gouttes d'eau à un de mes amis qui s'appelle Jean Sirois. Ça fait bizarre de le voir là.
OK, je vous fais ce cours. Peu importe le projet qu'on a, on a besoin de 3 choses. Je vais commencer par l'évidence. A, l'avoir. Ou l'argent, si vous voulez. Souvent, quand on veut partir d'un projet, les gens disent, bon, as-tu le capital, as-tu l'argent? Mais c'est plus large que ça. Vous savez comme moi, quand on part d'un projet, peu importe lequel, qu'on soit entrepreneur ou gestionnaire de projet, on va regarder l'ensemble des ressources qui sont là et on va essayer de tirer le maximum des ressources. Pour partir d'un projet, ça nous prend aussi de l'énergie. Alors, si on n'a pas d'énergie personnelle, si ça prend de l'énergie électrique, hydraulique ou peu importe, si on n'a pas d'énergie, il n'y a rien qui fonctionne. Ça, on est conscient de ça. Alors, selon vous, le T, ça serait quoi? Quelqu'un veut dire une réponse? Temps? Yes. Alors, s'il n'y a pas de temps, ben, il n'y a rien qui se positionne. C'est aussi simple que ça. Les choses, s'ils n'ont pas de temps, sont immédiates. Il n'y a rien qui se passe. Et ça prend du temps de mettre les choses en place. Maintenant, souvent, comme gestionnaire ou comme personne qui travaille dans l'industrie, on est pressé par tout ce qui est externe. Et ici, dans ces deux-là, avec les cibles à atteindre, les normes, les KPI, tout ce que vous voulez, ça vient des plein de pression externe. Et ça peut devenir très épuisant. Et souvent, on a tendance à mettre notre focus là-dessus et à passer beaucoup de temps là-dessus et pour peu de résultats. Puis ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on perd notre temps ici. Maintenant, la chose qui est intéressante, c'est que ça ici, si j'en perds, je peux le renouveler. Alors, si je perds, je ne sais pas, moi, $1 million, bon, ça peut être fâché un peu, mais je sais comment faire 1 million, je vais sûrement en construire un autre. Si je perds mon énergie, je suis fatigué, je prends des vacances, bon, on peut revenir en forme. Mais si on a l'impression d'avoir perdu notre temps, ça ici, c'est non renouvelable. Donc, quand je travaille avec des gestionnaires, je regarde toujours un peu au niveau de leur assiette, de la gestion de leur assiette, puis dire, OK, est-ce que tu te préserves du temps dans la semaine? Est-ce que tu as du temps de qualité? Est-ce que tu as du temps de recul? Est-ce que tu peux respirer des fois et faire le vide de tout ce qui t'occupe dans le projet? Et souvent, la réponse, c'est non. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens se perdent là-dedans, l'énergie tombe à zéro, ils ont la difficulté, et puis pendant un sentiment à la toute fin, je vous dirais d'échec par rapport à ça. Donc, si je vous posais la question pour vous, au niveau de votre temps, de la gestion de votre temps, est-ce que vous avez l'impression, dans votre semaine, et on va prendre ça à la semaine et non pas dans l'année, avez-vous l'impression que dans la semaine, vous permettez, je dis bien vous permettez, de prendre du temps de qualité pour vous-même, indépendamment de tout projet, de toute chose extérieure à vous? Est-ce que ça arrive? Ou vous êtes constamment dans le tourbillon des choses à faire avec un to-do list à pu finir et 56 activités? Pierre-Olivier, qui fait signe de non, ça veut dire quoi ça? En fait, j'ai pas trop de temps de qualité, j'ai l'impression. Ouais. OK. Et dans le chat, il y a Martine qui dit qu'il y arrive parfois, Amaury qui dit qu'il essaye d'y arriver, Clément qui dit trop rarement. On est comme tous conscients qu'il faudrait le faire, mais c'est difficile. Et Philippe qui dit oui, qu'il prend le temps, donc il y a peut-être des trucs aussi. OK. Alors, je vais terminer là-dessus, juste en vous disant que ici, là-dedans, quand on met tout le focus là-dessus, que ce sont des choses externes, on risque de s'épuiser, de se vider. Ça ici, quand on prend conscience que notre temps est limité, on est éphémère, on va vivre 60, 70, 80, certains 100 ans, mais ça se termine un jour, bien ce temps-là n'est pas renouvelable. Et ça, c'est interne. Et quand on commence à reprendre le pouvoir interne, on commence à avoir du pouvoir. Alors ici, je vais vous parler de la carte, des choses à faire, de boussole, mais ici, c'est le gyroscope. Est-ce que le gyroscope interne a ce réflexe-là de se préserver? Alors voilà pour le temps. Maintenant, si je veux... OK. Alors, voilà. Sylvain, tu me dis comment effacer cette page-là? Il y a une icône qui est un efface. Je pense que si tu cliques E sur ton clavier, ça va activer l'efface. C'est bon, je viens de voir. Ou tu aurais pu glisser et aller à côté. Ah ben oui, regardons, ça va plus vite. C'est bon. Alors, le premier concept, c'était le T, donc votre tasse de thé. Et la chose à préserver, c'est le temps. Maintenant, j'ai un philosophe indien, à un moment donné, quand j'étais à Calcutta, qui m'a parlé des 3 T.
On va passer au café tantôt, là, je vous promets. Donc, les 3 T. Il disait que... Excuse-moi, est-ce que tu es en train d'écrire en même temps? Pardon? Est-ce que tu es en train d'écrire en même temps? Parce qu'à l'écran, on voit juste ce que tu as effacé avant. Ou alors c'est juste chez moi, je ne sais pas. Voilà, c'est bon. C'est bon? C'est bon. OK. Alors, Shekar me disait à un moment donné, l'univers, qui est bon pour nous envoie des tests. Alors, on a un projet, puis d'un coup, il y a un pépin. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un test de l'univers. Et là, ça va susciter une réaction. Et la qualité de la réponse va dépendre de notre tempérament. Alors, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont de nature, je dirais, sanguine? Martine, tu dis oui? Non? Ça, c'est allumé. Okay. Et on connaît qu'il y a des gens qui ont souvent la mèche courte, n'ont pas de patience, vont s'emporter rapidement, ont l'impression d'être frustrés parce que le projet est ralenti, on a de la difficulté avec ça. Et là, on tombe en monde réactif. Et la chose qui arrive, qui est assez curieuse, c'est que quand on répond de façon sanguine et réactive, on ne répond pas nécessairement bien et on suscite le test encore et on va dans une boucle. Et ça, Einstein appelait tenter de faire la même chose pour avoir une réponse différente, ce qui était le symbole de la folie, mais on est toujours en mode réactif. Le 3e T, et là je m'excuse pour l'anglicisme, on parle de fine tuning. Donc, de se calibrer de façon plus fine et de savoir prendre du recul, de savoir prendre du temps sur un événement qui arrive, une embûche, une problématique X, Y ou Z, et de voir comment on pourrait répondre plus finement à ça. Et là, on devient plus proactif. Et là, on va voir plus tard dans les 2 exercices que je vais vous poser comment faire pour être plus proactif. Alors, quand je suis ici, je réponds encore une fois à ce qui est externe. Et en quelque part, je peux me mettre en position victime par rapport aux événements. Mais quand je décide de dire, OK, je ne vais pas répondre, je vais prendre conscience de mon tempérament, c'est peut-être pas approprié, je vais prendre le temps de prendre du recul, je vais voir comment je peux aller me chercher des outils pour mieux répondre à la situation. Et ça, de manière proactive, ce que ça va faire, ça va venir réduire les irritants qu'on peut avoir et ça va venir réduire tout ce qui peut nous causer, en quelque part, une douleur ou on m'a parlé au début, quand Sylvain m'a approché, de mécanismes de défense. Les mécanismes de défense qu'on a dans nous, ils viennent de l'ADN, ça vient de la préhistoire, ils sont utiles, ils sont là pour préserver notre vie, mais en quelque part, souvent, quand on est en mode réaction, on suscite encore plus de difficultés avec l'environnement. Par contre, quand on parle de vigilance, et là, c'est ici qu'on tombe au niveau de la vigilance, là, je commence à me développer des outils qui me permettent justement de pouvoir continuer avec ça. Donc ça, c'est la notion du 3T. Des questions là-dessus? N'hésitez pas, ça peut être un commentaire, une question, une idée. Tu peux continuer, Guy. C'est bon? OK. Le 3e et dernier que je vais porter à votre attention, c'est au niveau des relations, et ça, j'appelle ça les vampires. Puis ça vient nous chercher du temps, et en quelque part, ça vient nous chercher beaucoup d'énergie. Puis là-dessus, il y a plusieurs modèles de gestion, mais bon, on est toujours en train de fonctionner en ce qui doit être fait, puis comment on veut le faire. Et si on prend le milieu de travail habituel, et on prend 2 personnes, bon, ça c'est moi, puis ça c'est Sylvain, ben, les communications au travail entre nous deux devraient être de l'ordre de quelque chose qu'on se dit entre nous deux pour fonctionner et être dans le quotidien. Il y a des fois où la personne, l'employé, peut nous arriver avec quelque chose de plus personnel, de plus débordant, et ça va prendre un peu plus d'espace dans le temps en termes d'émotion, mais ça se fait toujours à l'intérieur du travail. Et là, je vous dirais qu'on est en quelque part dans une relation saine par rapport au travail, il n'y a pas de difficulté. Ça arrive, ça fait partie du jeu. Il y a des fois, il y a des particularités là-dessus. Par contre, et j'espère que vous n'en avez pas, il arrive parfois qu'on a des gens qui, peu importe ce qu'on fait au travail ou peu importe c'est quoi l'objectif, on disait toujours que la personne a quelque chose de personnel qui est plus grand que le travail ou la relation, qui fait en sorte que ça déborde du cadre du travail. Et là, un indicateur, c'est quand on part du travail, on s'en va à la maison,
et qu'on a l'impression de traîner la personne, le problème ou la situation avec nous constamment, ben là, on a une difficulté. Et ça, il faut se poser la question. Et ça, je vois ça souvent avec les gestionnaires. Ils viennent me voir, puis là, ça fait 2 semaines, ça fait 2 mois, ça fait 6 mois, avec Pierre-Paul ou avec Martine ou peu importe, il se passe quelque chose, c'est en train de m'envahir. Et ça vient vous chercher du capital d'énergie par rapport à votre travail. Et là, on est dans une situation qui déborde. Ça, quand ça arrive, il faut y voir. Parce qu'en quelque part, ça peut devenir dysfonctionnel pour l'ensemble du travail. Donc, ça, c'est les 3 concepts de base que j'avais le goût de placer avec vous pour dire, est-ce qu'on peut être vigilant et on peut regarder? Est-ce que je mets beaucoup de temps sur l'énergie et l'avoir, mais ça me dérobe du temps? Je dois récupérer mon temps. Est-ce que lorsqu'il arrive un test, il arrive une difficulté, je réponds de façon très, très réflexe ou très sanguine à ça, ou je me permets de prendre du recul puis de voir comment je peux faire autrement? Et est-ce que j'ai dans mon environnement soit des acteurs, soit des collaborateurs, soit des clients, soit des employés qui, au-delà du travail, demandent constamment une attention personnelle et particulière. Et ça, c'est du poids à traîner. Et ça, il faut y voir. Est-ce que là, ça va? J'aimerais peut-être prendre une mini-pause puis Oui. avoir une réflexion des gens sur ce que tu viens de dire, parce que la plupart des entrepreneurs vont ramener ces problèmes-là, vont se dire c'est moi le sauveur, et j'imagine que si vous êtes ici, c'est probablement des choses que vous avez vécues. Là. Donc, j'aimerais peut-être avoir le pouls du groupe. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Parce qu'au final, vers où on s'en va, c'est il faut les reconnaître. Comment on se protège face à des patrons, comment on se protège face à des clients, comment on se protège face à la famille, comment on se protège parce que notre temps est notre ressource non renouvelable, et donc à chaque fois qu'on se le fait voler, on n'arrive pas, et donc souvent il y a de la frustration qui va venir, et donc il y a beaucoup d'émotions négatives. Par contre, des fois ça va bien. Là, vous avez dit dans plusieurs cas que vous aviez des mécanismes, mais je voudrais peut-être réouvrir la discussion en tant qu'entrepreneur. C'est-tu des tensions que vous vivez? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que Guy vous partage? Comme Pierre-Olivier, quand tu disais que tu n'étais pas sain, tu ramenais des trucs à la maison, est-ce que c'est le travail, c'est les collègues, c'est ce que les autres autour, c'est cette pression-là, est-ce que tu peux la définir? Heureusement, ce n'est pas nécessairement le milieu, là, mais c'est plus des réflexions là, par rapport au travail, au développement de certains projets, tout simplement. Très intéressant. Et là, on tombe dans le overthinking, en ce sens où comment je peux sortir, comment je peux trouver la solution, comment je peux convaincre les autres, comment... Et là, on se sent un peu seul dans tout ça. Et donc, comment on se protège? Guy, je pense que c'est pertinent. Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut savoir d'où on part. On dit souvent en PNL que la carte, peu importe la carte, là, n'est pas le territoire. Donc, je peux avoir une carte de Prague devant moi, mais je ne suis pas à Prague, je ne suis pas en train de vivre Prague. Et souvent, quand on a un cadre qui est trop normatif, qui a trop de règles, qui a trop de règlements, on ne sait pas comment faire. La boussole, c'est un peu les compétences pour nous amener à bon port la cible. Mais souvent, la question, c'est fondamentalement de où est-ce que je pars. Et c'est là qu'il y a le gyroscope. Là. Okay? Donc, essentiellement, je peux avoir un environnement qui va me faire pression sur moi. Je peux avoir une cible aussi qui va faire pression. Mais est-ce que dans toute la dynamique qui est là, je prends du temps pour moi? Est-ce que je prends du temps? Est-ce que je me permets d'avoir du recul? Est-ce que je peux me permettre aussi de changer les choses autour de moi ou changer la cible en tant que telle? Si je ne suis pas capable de faire ça, bien, c'est sûr que je vais être à la merci constamment de ça. Et c'est là qu'on va parler d'un locus. Est-ce que le locus est externe ou il est interne? Est-ce que j'ai besoin d'un cadre? Est-ce que j'ai besoin des normes? Est-ce que j'ai besoin des ISO, ESG et compagnie? Puis à quel point je dois obéir? Puis le mot est important ici, non? Obéir à tout ça. Okay? Et ça peut mettre une pression épouvantable. Ou est-ce que mon locus est interne, puis je garde en moi le lead sur mes idées, les solutions que je cherche, la créativité. Okay? Alors, si je suis en mode pro-développement, ben, c'est une autre affaire. Souvent, de ce temps-ci, ce que je vois, c'est que le cadre devient de plus en plus complexe et fait pression.
ce qui est difficile, puis on peut pas mettre de côté le cadre, là, il y a quand même des choses de base, mais comment je garde ma passion intérieure pour pouvoir y répondre. Alors, si je fais juste répondre à ça ici, parce que c'est ça qui est demandé, j'y mets tout mon temps, ben, en quelque part, ça ici, ça va s'amenuiser, ça va être plus difficile. Donc, comment je fais pour garder le contrôle, l'élan intérieur de ce que je fais? Est-ce que je suis toujours en train de répondre? Et quand je ne suis pas en train de répondre, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je suis toujours en train de répondre parce que ça compte mon temps et ça me donne un sentiment d'utilité? Ou je suis vraiment en train de partir de moi-même, de mettre de moi-même dedans, de mes idées, d'être proactif et de vouloir contribuer, de vouloir changer les choses? Est-ce que j'ai une mission dans tout ça? Il y a des gens qui vont me dire, moi, je suis parfaitement à l'aise de cocher mon to-do toute la journée. Ma to-do est faite, je m'en vais, je vais faire autre chose. Mais souvent, quand on est dans des postes de gestion ou d'entrepreneur ou d'intrapreneur, ce qu'on veut, c'est apporter quelque chose qui va avoir un impact, qui va avoir une modification. Et là, c'est toute la question de la balance entre les deux. Comment je fais pour ça? Alors, tu sais, il faut que je sois conscient de garder contact avec ma mission première. Et c'est pour ça qu'on parle du locus. Donc, si je vais accélérer un petit peu, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, il y a deux choses à faire. Premièrement, au niveau externe, donc du milieu ou du travail. Et là, je vais vous poser des questions assez claires. Est-ce que pour tout le monde, il y a une notion de plaisir? Est-ce qu'au travail, il y a du plaisir? Il y a Pierre-Olivier qui fait signe que oui. Il y a Philippe qui se gratte la barbe. Il y a Mickaël qui sourit. On va dire c'est quoi le plaisir? Je ne sais pas. C'était ma question. Moi, ça veut dire quoi, avoir du plaisir? Ben, avoir du plaisir, c'est d'avoir, tu sais, quand on parle du flow, de travailler avec légèreté, peu importe le temps, l'énergie et ça, on a l'impression que ça avance en quelque part. Je suis pas en train de me cogner la tête sur le mur à régler quelque chose qui ne se règle pas, mais ensemble, il y a du plaisir, il y a de la collégialité, on se sent soutenu par les autres. Les gens, de façon proactive, ont de l'initiative, ils nous amènent des idées. On a perdu, je pense, c'est Martine qui était là tantôt, qui disait que l'environnement était plus horizontal que vertical. Alors, tu sais, bon, quand il y a cette horizontalité-là, il y a une plus grande contribution. Souvent, les gens mettent la main à la pâte. Il y a comme un plus grand plaisir. Puis là, on peut avoir aussi des trucs où on fait comme on se fait un barbecue, une bière, un pot de vin de temps en temps. Puis il faut le faire avec intention. C'est pas parce qu'il y a un 5 à 7 tous les jeudis qu'on y va que c'est le fun. Il faut qu'il y ait une intention à ça. Là. Alors, je reviens à la question. Est-ce que dans votre semaine, on parle du temps qualité qu'on prend pour soi, il y a aussi cette notion-là de plaisir, ou c'est toujours du hardship? On peut partager son expérience. Souvent, entrepreneur, on va dire, on deal avec les problèmes à longueur de journée. Donc, souvent, c'est quelque chose que j'entends. Ça ne m'étonnerait pas. Je vois, Mickaël, que tu souris. Est-ce que tu veux partager? Ben, en fait, oui, je cherchais un peu, là, c'est très variable dans l'année, je dirais. Puis des fois, comme tu le disais, Guy, là, on est dans notre flow, là, puis ça va bien, mais puis là, soit on se monte une balloune, puis bon, ça peut rapidement dérailler, puis quelqu'un vient nous la péter, fait que là, le fun est moins là. Mais il y a comme plusieurs niveaux de ça, tu sais, comme moi, au travail, moi, je travaille à l'UQAR, dans l'université, il y a comme une bonne vibe. Les gens sont généralement heureux, tu sais, fait que ça m'a marqué quand j'arrivais à faire un rapport d'étonnement, là, quand je suis arrivé ici, j'ai fait, voyons, les gens sont donc bien heureux, genre, donc c'est sûr que ça contribue. Par contre, au niveau de la job en tant que telle, là, ben, ça varie dans l'année, c'est un peu cyclique, puis c'est très, très contextuel. OK. Ben, déjà qu'il y a une bonne vibe, c'est une bonne affaire, hein? Je vais peut-être faire du pouce un peu sur ce que dit Michael. Je trouve que, alors là, moi aujourd'hui, je travaille seul, mais j'ai été dans des grandes organisations, beaucoup, puis ça varie beaucoup, je trouve. Donc il y a vraiment des phases où effectivement tu vas être dans le fun, dans le plaisir, dans un nouveau projet, voilà, puis après tu vas inévitablement un peu retomber dans des phases de livraison, d'opérations qui sont peut-être moins le fun ou des enjeux avec des employés qui t'emmènent en dehors de la zone de travail. Donc il y a cette notion-là. Puis en fait, je trouve intéressant ce que tu présentes, Guy, et ce que
je trouverais bon, c'est de discuter sur le comment tu gardes le contrôle de ton temps, comment tu gardes le contrôle de ton plaisir un peu dans les phases qui sont plus dures. Qu'est-ce que tu mets comme outil pour, je sais pas moi, garder un 10% de ton temps ou 5% de ton temps obligatoire dans ton agenda, ou des petits tips comme ça qui dit, bah ouais, en fait, on vit tous le moment où c'est bien, puis des moments où c'est vraiment tough. Et comment est-ce que tu arrives à te protéger contre ces moments qui vont être tough de toute façon? Ouais, ben, c'est vers ça que je veux converger. Fait que merci pour la question. La raison pour laquelle je vous amène ces quatre items-là ici, là, 1, 2, 3, 4, c'est assez simple. Voici un personnage quelconque, et dans mon personnage, il y a ce qu'on appelle une moelle épinière. Donc, de la préhistoire, nous avons 4 réflexes de base qui sont dans l'ADN qu'on ne peut pas décoder, qu'on ne peut pas déprogrammer. Et quand ça arrive dans notre environnement, ça nous fait réagir. Et là, il y a un taux d'hormones qui est à la hausse sur lequel on n'a pas de contrôle. Puis ça nous met toute une chimie dans le corps pour se défendre contre un mammouth. Donc, on n'a pas évolué plus que ça. Non? Okay? Donc, le plaisir en soi est une hormone positive. Les 3 autres vont susciter quelque chose d'un peu négatif, d'où l'importance d'en prendre soin. Donc, quand on fait du team building avec les gens, on leur dit toujours, pouvez-vous nous nommer 3 choses que vous faites ou que vous allez faire pour agrémenter, rendre du plaisir, mettre une bonne vibe, comme on disait tantôt, sur le marché, sur le travail, ou est-ce que moi, comme personne, je me permets justement dans ma semaine de me faire des gâteries par rapport à ça, parce qu'on sait que ça va hausser le taux hormonal de bonnes façons de faire. Les 3 autres trucs qui nous arrivent souvent et qu'on ne considère pas beaucoup sont, d'une part, je vais commencer avec le plus évident, les bruits forts. Et là, on dit aux gens, quelles sont les sources de bruit qui sont autour de vous, qui viennent vous chercher? Et là, ça peut être des bruits forts comme un marteau-piqueur, ça peut être le bruit fort de la personne qui marche avec ses talons sur un plancher de bois, comme ça peut être aussi le silence d'un patron qui on pose une question et qui ne nous répond pas. Donc, il y a toutes ces formes de bruit-là qui sont là. Et on nomme aux gens quels sont les bruits qui sont autour de vous. Parce que le bruit, ce que ça fait, c'est que ça amène la zone de danger et ça nous active. Donc, en sachant quels sont les bruits autour de nous, on pourrait dire, voici comment je fais pour réduire le stress environnemental sur moi par rapport à ça. Alors, si je ne sais pas, moi, si je vous demande, Michael, tantôt tu disais qu'il y a une bonne vibe là où est-ce que tu es, mais si tu avais identifié un truc qui est au niveau du bruit, ça peut être un bruit fort, comme un bruit irritant, comme un silence voulu pour l'intimider, est-ce que ça se passe des fois dans ton milieu de travail? En fait, c'est drôle que tu dis ça. Ma fenêtre donne sur une cour intérieure qui est aménagée en terrasse, mais il y a comme un compresseur qui fait toujours un bruit de constant. Là. Puis ça fait en sorte qu'il n'y a personne sur la terrasse, puis que quand j'ouvre ma fenêtre, ça devient agaçant. Oui. Donc, ça brise un peu la vibe. Oui. Puis quand je vous parlais de la mine tantôt, c'est excessivement bruyant. Alors, même si on est dans le bureau, on entend le bruit, les gens sont fatigués à la fin de la journée. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, ça, c'est à voir. Puis, je pourrais prendre toute une journée là-dessus, c'est assez compliqué. L'autre truc qui est important, c'est toute la notion de l'espace vital. Ça vient du fait que quand un lion ou un tigre à dents de sable entrait dans la caverne, c'était un peu fatal. Donc, quelqu'un qui rentre sur notre espace vital, notre bulle, ça devient très dérangeant. Et là, il faut voir nos espaces de travail. Est-ce que, quand je travaille chez moi, je vais l'aménager. Quand je suis au bureau, est-ce que je suis dans un cubicule? Est-ce que quand je suis dans mon bureau au travail, on respecte l'intimité quand la porte est fermée? Ça, c'est le genre de choses. Mais l'espace vital, ça peut être aussi quelqu'un qui prend nos outils, quelqu'un qui prend notre rapport, quelqu'un qui prend possession de quelque chose qu'on a fait, mais qui ne remet pas à César ce qui appartient, puis qui ne nous met pas dans la loupe comme étant le créateur d'un truc. L'espace vital aussi, ça peut être les gens qui vous travaillez sur un dossier, puis sans vous dire, la personne à côté travaille sur le même dossier, et là, il y a comme une confusion ou une compétition à ce niveau-là. Est-ce que ce genre d'affaires-là peut arriver des fois dans vos milieux? Vous avez l'impression que les gens en fait, ils ne se mettent pas de leurs affaires, là, sont dans votre espace professionnel, dans votre espace personnel. On vient vous donner un conseil que vous n'avez pas demandé. Je peux te dire, moi, je me sens toujours à l'inverse. J'ai toujours l'impression en tant que je veux pousser et donc je rentre dans l'espace vital des gens, je les bouscule constamment et j'ai perdu le sens de ça veut dire quoi se faire bousculer. Je suis comme habitué à être bousculé. Je suis une personne qui aime fonctionner dans le chaos. J'ai développé des outils pour le faire.
Mais après ça, moi, je rentre dans l'espace vital des gens et c'est cette awareness-là que je dois développer pour être capable d'avancer. Parce que c'est plus mes idées, c'est de comprendre comment les autres fonctionnent. Je dirais, moi, c'est l'inverse que je vois problématique, plus que ce que les gens rentrent dans mon espace. Oui, puis tu vois, ça va dans les deux sens. Moi, je suis assez fluide dans mes façons de faire. Alors, si je m'en vais faire un mandat chez Revenu Canada, c'est sûr qu'on va se bousculer mutuellement parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Tu vois? Si tu vas travailler dans une comme quand je vais en Afrique, il y a un autre beat, il y a une autre façon de faire. Il faut s'être limité. Alors, on n'utilise pas tous l'espace de la même façon. Et des fois, les gens ne s'en rendent juste pas compte, mais ils se font comme envahir, se sentent envahis. Et ça aussi, ça suscite encore une fois, sur le système hormonal, des mécanismes de défense. Et ça nous met en réaction. Le troisième, ici, qui est important. Ce matin, j'étais avec une directrice générale, tombée. Alors, on se souvient qu'à la préhistoire, quelqu'un qui tombait, qui se cassait une jambe, il n'y avait pas d'ambulance, ben, ça devenait un snack. Donc, au niveau de nos réflexes, ici, c'est très, très, très fort chez nous. Le tomber nous amène à se mettre en mécanisme de défense en mode de réaction violente. Maintenant, tomber, ça peut être aussi, d'un point de vue psychologique, ne pas se sentir à la hauteur. Tomber dans l'estime de quelqu'un. Avoir le syndrome de l'imposteur. Ne pas mériter la place où on est. Et pourtant, quand on est dans quelque part, l'empowerment, le ownership est important. Mais si on a l'impression qu'on n'est pas à la bonne place, qu'il y a tout bout de champ, on peut basculer, tomber en bas de notre chaise, ça devient affolant. Alors, on est dans un projet et tout d'un coup, il y a tellement de contraintes qu'on a l'impression qu'on ne va pas réussir, que ça va être un échec. Et ça active beaucoup le système. Et là, on va se mettre réellement en mode défensif si on ne fait pas attention à ça. Alors, est-ce que cette notion-là de tomber vous parle d'une façon ou d'une autre dans votre boulot? Ben, j'ai le goût de revenir avec un commentaire de Michael tantôt quand il a parlé de tu rentres dans ta bulle, grossit, et c'est un des gros problèmes des entrepreneurs. Éventuellement, pour éviter de se faire dire non, pour aller dans la zone de plaisir, on va grossir notre bulle. Et éventuellement, puis on sait, c'est le Lean Startup, on se le fait enseigner d'aller petit. Puis pourquoi on veut aller petit? C'est qu'on veut être capable de gérer l'échec qui vient avec le fait de ne pas voir les choses évoluer comme on le voudrait. Et plus cette bulle-là, et j'ai cette tendance-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens parlant dans Pierre-Olivier, j'ai l'impression avec certains commentaires, on appelle ça des fois des gens qui sont très, très cérébrales, qui essaient d'avoir un système. Et donc, le système parfait, cette bulle-là qui devient, je ne veux plus la tester, je ne veux plus la confronter, je ne veux plus savoir, je ne veux plus vivre avec la réception que les gens pourraient avoir parce qu'ils ne comprendront pas. Puis là, tu rentres dans l'espace vital. Donc, j'ai senti ça dans l'espace de Michael. Puis c'est vrai, c'est une des choses qu'on approche dans le programme Entreprise Agile Plus, d'y aller de façon incrémentale, d'y aller par petits pas, par expérimentation, parce que ça se découvre, ça. Ça se découvre quand est-ce que les autres sont en train de tomber, quand est-ce que les autres créent leur bulle. Puis on peut mettre des mécanismes en place, mais les mécanismes sont là pour supporter l'humain avant tout et non pas on met le mécanisme et on veut forcer l'humain. Ça se co-construit, cet écosystème-là. Donc moi, je l'ai entendu, en tout cas, dans les interventions. Puis on a des systèmes scolaires qui nous amènent à avoir la bonne réponse, mais qui ne nous enseignent pas comment ne pas dire la bonne réponse pour apprendre autre chose. Donc, on est beaucoup là-dedans. Moi, je parle souvent de la petite roue dans la grande roue. Fait qu'avant de partir de la grande roue, tu pars de la petite roue, puis tu y vas tranquillement pas vite. Et souvent, c'est de se désensibiliser au regard de l'autre, se désensibiliser aux commentaires de l'autre. Parce que souvent, les gens autour de nous, pour prendre soin de nous, vont dire, ben là, d'un coup, ça ne marche pas, là, tu penses à ci, tu penses à ça. Là, ils nous projettent leur part un peu, là, si tu veux. Okay? Donc, quand je fais la formation avec des jeunes entrepreneurs, je leur pose toujours 2 questions. Qui décide, qui juge. Et là, dans notre culture de like, on like, on a des tombes en l'air, on a beaucoup l'appel du sentiment extérieur. Mais quelqu'un qui est en affaires, quelqu'un qui gère un projet, quelqu'un qui avance des choses, s'il s'en met toujours à la merci des autres sur qui décide, puis comment on s'oriente, puis qui juge, puis c'est les autres qui nous disent si c'est bien ou pas, ça se peut qu'il soit dans le trouble. Mais si je veux me réapproprier mon élan, mon initiative, ma contribution, la façon dont je veux me manifester, et si je me dis, ben moi, dans ce que je veux faire, c'est moi qui décide ça, je m'en vais vers ça, tant mieux si les gens embarquent, tant mieux s'il y a une collégialité, tant mieux si on peut faire une concertation, mais au final, je prends la décision,
Et au final, c'est moi qui vais juger si j'ai bien fait ou pas. Je peux avoir toutes sortes d'éléments de mesure, mais si je m'en remets aux éléments de mesure des autres, ben, je m'en remets aussi aux perceptions des autres. Puis là, c'est moi. En fait, on devrait avoir de l'intérieur de nous cette capacité-là. Alors, si dans là, je ne dis pas de se foutre de tout le monde puis de devenir arrogant, mais si initialement, je ne suis pas capable de prendre possession de mes décisions, et si je ne suis pas capable moi-même de juger si c'est correct ou pas, indépendamment de ce qui se passe autour, on a peut-être foiré, on a peut-être manqué, mais mon Dieu, qu'on a fait des bons coups, qu'on a appris des choses. Mais ça, je pense qu'on l'a vu avec Elon Musk. Quand il a envoyé une fusée et qu'il a sauté en plein ciel, puis les journalistes ont dit « Ah, vous avez manqué votre coup », il dit « Non, on vient d'apprendre quelque chose. » Okay. Mais ça, c'est vraiment un changement de mentalité. Puis dans notre société, c'est difficile de le faire, ça, des fois. Donc, si on peut d'abord, sur l'externe, prendre soin de l'environnement, puis se dire « OK, est-ce que dans ma semaine, il y a une notion de plaisir où il y a de la légèreté, où je fais les choses avec légèreté? Est-ce que les commentaires, les bruits forts, les choses qui viennent me déranger, puis là, ça fait être extérieur, physique ou pas, je peux quand même atténuer ça. Est-ce que l'espace vital me fait enveiller, je peux atténuer ça? Est-ce que la peur de ne pas être à la hauteur, le jugement des autres, je peux atténuer ça? On se met en meilleure posture. Et plutôt que d'être en réactivité, on va être en proactivité. Donc, pour clore, puis répondre un peu tantôt à Maury, un exercice que je fais faire aux gens qui a de l'air simple, mais qui ne l'est pas, Sylvain a mis en ligne déjà le document, vous allez pouvoir vous en inspirer. Alors, je l'ai fait faire une quinzaine. Il te reste 3 minutes, Guy. Ouais. En mai dernier, j'étais dans le désert du Sahara avec une quinzaine d'hommes et femmes qui venaient de France, qui étaient tous des gestionnaires et hauts propriétaires de compagnies qui venaient faire un 10 jours de camping dans le désert pour faire du leadership. Et un exercice que j'avais fait faire, c'est celui-là, c'est le stop-go. Et ça, si vous êtes capable de faire ça, ça va vous aider beaucoup. Stop-go, ça veut dire quoi? Ben, c'est assez évident. On arrête et on repart. Maintenant, on fait ça quand? C'est quand on est face à une décision qui est petite, grande, simple ou pas. Moi, je m'en sers tout le temps. Et pour prendre voyons, comment je dirais là? Une décision éclairée. Et go en japonais veut dire 5. Donc, ce que je demande aux gens, c'est d'écrire une, 2, 3, 4, 5, qui pour elles sont des choses d'une nature sacrée, des deal breakers. Donc, quand je suis face à une décision, je passe en revue ces 5. Moi, je le fais en 5 secondes, c'est pas long, ça fait longtemps que je le fais. Mais pour moi, ce qui est important, c'est d'être en cohérence personnelle. Donc, si je dis ouais quelque chose, c'est parce que ça répond à mes valeurs personnelles. Je ne veux pas aller à l'encontre de mes valeurs. J'ai besoin d'apprendre. Alors, si on fait quelque chose, puis c'est déjà du tout vu, ben, je ne suis pas sûr que ça va m'intéresser. J'ai besoin d'avoir du plaisir dans ce que je fais. Si tout le monde se prend trop au sérieux, c'est constipé, j'y vais pas. Je me garde le droit de dire non. On est dans une société où c'est dur de dire non des fois. Puis, j'ai déjà dit non à un client. Il dit, ouais, mais là, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, tu ne veux pas faire ça, sinon, c'est pas dans mon champ. Ça ne m'intéresse pas, voici quelqu'un d'autre qui peut le faire. Et je me garde le droit à l'erreur. Ça, c'est moi. J'ai une dame qui m'a déjà dit, pour moi, ce qui est sacré, c'est de prendre un verre de vin rouge dans mon bain mousseux le mercredi soir. Fine. Un autre qui me dit, moi, c'est octobre, je vais à la chasse. Fine. Mais ici, ce qui est important, c'est de dire, qu'est-ce qui est vraiment sacré pour moi? Les 5 sont équivalents, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de priorité. Et à partir d'une décision à prendre, si mes 5 sont au vert, ben c'est un go, il n'y a pas de problème. Mais si jamais j'en ai 1 ou 2 qui sont au jaune, ben là, je vais poser des questions parce qu'il se pourrait qu'en quelque part, dans ma décision par rapport à ce qui est devant moi, que ça m'amène dans le trouble. Assurément, s'il y a quelque chose qui est dans le rouge, pour moi, c'est un stop tout de suite parce que je vais rentrer dans l'ordre du compromis. Et souvent, dans l'ordre du compromis, on sait on va tirer des trucs. Il y a souvent des jeunes consultants qui disent, ben, tentais pas le contrat, mais là, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de rentrer d'argent, puis que j'ai fait le contrat pour la rentrée d'argent, puis là, ben, ça devient difficile, puis ça s'allonge, puis ça devient compliqué, puis au final, on n'est pas content. Donc, si vous êtes capable d'aller voir le formulaire Stop Go, ça vous ramène vraiment au centre de vous-même. Là. Okay? En fait, les gens qui sont inscrits, on va envoyer un courriel avec un résumé un peu du contenu, accès à cette information-là, une documentation, parce que c'est un peu ça qu'on veut faire à travers le programme, c'est d'outiller les gens. Puis le message d'aujourd'hui, oui, on est capable d'enseigner des cadres Scrum, puis le Management 3.0, puis les Key Decision Area, puis le Lean Startup. Mais si on n'est pas capable de prendre soin de soi, on finit par monter et faire échouer l'initiative parce qu'on n'a pas réussi à gérer le stress. On s'est trop mis de stress. On l'a vu trop souvent dans des équipes qu'on a accompagnées. Et donc,
le programme prend en cause ça ici, de se protéger, se donner des outils. Ça, c'en est un. C'est un outil pour nous comme le Business Model Canva ou comme le Lean Canva. C'est des outils à votre disponibilité pour essayer d'outiller, mais on met une importance sur l'individu pour qu'il se protège. Et là, je vois qu'il dépasse, donc c'est vraiment, c'est une demande que je vous fais. Si vous êtes capable de répondre à ce petit sondage qui dit, en fait, si vous aviez à résumer la discussion que Guy a amenée sur la table aujourd'hui en une phrase à quelqu'un qui n'était pas là aujourd'hui, comment, en une phrase, vous résumeriez cette discussion, cet échange qu'on a eu autour de l'entrepreneuriat. Donc, si vous avez le temps, ça serait super apprécié. Sinon, peut-être par réaction aussi, rapidement, est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? Une conversation à continuer. On va vous envoyer de l'information si vous êtes intéressé. On peut garder contact, vous pouvez vous rajouter sur LinkedIn. Et je fais vite parce que je sais que vous avez des horaires chargés et je ne veux pas être ce vampire qui vous empêche d'aller faire ce que vous avez à faire. Donc, je veux clore, vous remercier. Et si vous avez le temps de répondre au questionnaire, ça va... Ah, voilà, absolument. Et donc, moi, je vous remercie. C'est une première pour moi, un webinaire du genre. Je me rends compte qu'avoir 45 minutes quand on veut passer 2 semaines de matériel, c'est un peu compliqué. Mais je vous invite à aller lire. Il y a le PowerPoint que Sylvain va vous envoyer aussi. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez passer par Sylvain, puis je me ferai plaisir de répondre à vos questions ou vous proposer des activités. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci, Michael. Merci, Pierre-Olivier. Merci. Au revoir. À la prochaine. Plaisir. Merci à vous tous pour votre participation. Merci à vous.